Je voulais revenir sur d'abord qu'est-ce que c'est que la gestion des talents. Je pense qu'on est assez d'accord pour dire que c'est un processus global, hein, avec une politique qui va se déployer du coup de manière opérationnelle. Et du coup, dans cette démarche, on va retrouver des approches et des outils qui vont être complètement utilisés différemment aussi en fonction finalement de la stratégie qu'a l'entreprise pour déployer cette gestion des talents. Du coup, je passe sur la définition en tant que telle du talent. C'est vrai qu'on se rend compte là aussi que ça va beaucoup dépendre de la vision d'une entreprise, de sa direction, des DRH et puis aussi des managers. Certains vont classer une typologie, par exemple cadre et dirigeant dans les talents. D'autres vont faire des classements en fonction de certaines compétences. Et puis pour d'autres, ça va être plutôt orienté vers des perspectives et donc du coup vers le développement potentiel. On se rend compte aussi qu'il y a un impact en fait très important qui est un impact culturel sur finalement la personnalité, les compétences et la vision qu'on a du potentiel. Je voulais aussi vous donner un exemple assez significatif de cette variation de la vision, on va dire, du talent, parce qu'on a une véritable différence déjà de comment c'est abordé en fonction des pays, en fonction des cultures, et on le voit notamment au travers de la gestion de la mobilité, qui va être complètement différente en fait en fonction d'une zone à une autre. Pour vous donner un petit exemple, je pense que vous apercevez les petits diagrammes. Oh, excusez-moi. Du coup, j'essaie de déplacer le petit chat qui est sur mon image, pardon. Du coup, là, je vous ai mis 4 représentations en fait de la gestion de la mobilité en interne dans des zones qui sont différentes ou dans des pays différents, et on voit que ça ne se passe pas du tout de la même manière. Alors, je vous explique un peu le schéma pour qu'il ne reste pas complètement obscur. On est là effectivement sur l'intégration des cadres et dirigeants dans les différents pays ou zones que j'ai citées dans la slide, où on se rend compte, la première flèche en fait qui rentre. Je ne crois pas que vous puissiez voir ma souris ici, Olivier. Non, 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 on ne voit pas la souris. Donc on va dire la première flèche qui rentre le plus bas, en fait la flèche la plus bas qui se situe tout en bas. Donc ça, c'est la flèche en fait qui représente l'intégration du collaborateur dans la structure. Le trait horizontal dans la pyramide va représenter la population en dessous, donc non cadre, et au-dessus cadre et dirigeant. Et donc, on va voir un petit peu le cheminement que vont emprunter en fait les collaborateurs dans l'entreprise en termes de gestion de mobilité interne. Et donc, on peut voir d'un pays à l'autre, ça ne se passe pas du tout pareil. Avec l'Allemagne, où c'est assez aisé finalement de rentrer en tant que non cadre, de prendre des postes sur des niveaux non pas hiérarchiques, mais transverses complètement différents, d'aller expérimenter un peu différents métiers dans l'entreprise, et puis ensuite de continuer à gravir les échelons. En France, on voit qu'on a une vraie distinction entre les cadres et les non-cadres, et la plupart du temps, pour être cadre, il va falloir rentrer en étant déjà un bac+5, par exemple. On est très sélectif en termes de recrutement. Et tout ça, ça a un impact en fait. Alors, je vais continuer avec les anglo-saxons, et puis je reviendrai du coup à comment c'est géré. Mais vous voyez, les anglo-saxons, on peut rentrer un peu à n'importe quel niveau, et puis il va y avoir de l'évolution hiérarchique, pareil aussi un petit peu à tous les niveaux. Donc, il y a plusieurs possibilités. Et rien que pour comparer, c'est par exemple notre système à nous en France par rapport au modèle anglo-saxon. C'est vrai qu'on va avoir tendance à mettre un peu le paquet au recrutement. C'est-à-dire on est très sélectif, c'est une grosse prise de risque pour nous parce que on sait que le recrutement, par exemple, derrière va vraiment avoir des incidences avec des dommages collatéraux, avec toute la législation qui fait que quand on recrute, on fait très attention parce qu'on sait que quand on va se séparer, on a une prise de risque avec le collaborateur. Donc, on va avoir tendance à vraiment faire attention à qui on sélectionne, qui va rentrer dans l'entreprise. Et puis ensuite, on va essayer de gérer une certaine population, on va essayer de gérer les talents d'une certaine population. Là aussi, on va avoir tendance à être très sélectif. Le modèle anglo-saxon est un peu à l'inverse. Il n'y a pas vraiment de barrière à l'entrée, on va dire, dans l'organisation, à n'importe quel niveau. Et puis par contre, on va avoir tendance à beaucoup plus suivre cette gestion des talents. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'outils de la gestion des talents qui nous viennent en fait des univers anglo-saxons, parce qu'eux vont vraiment mettre le paquet sur les 7 à 10 années qui vont suivre l'intégration du candidat. Alors que par contre, ils ne vont pas du tout ou très peu être sélectifs au niveau de l'arrivée et du recrutement. Voilà, donc des modèles très différents qui vont aussi influencer du coup la démarche et la politique de gestion des talents qui va être mise en place par la suite.
Je ne Ouais. sais pas si tu l'observes, Olivier, au niveau Si, tout à international. fait. En effet, alors d'ailleurs, par rapport à ça, hein, ce qu'on voit, c'est que bien souvent, au niveau des populations qui sont gérées, dans la progression, il y a d'abord une gestion du top management. Et quand on parle de gestion des talents, bien souvent au départ, c'est uniquement le top management. Et puis ensuite, une tendance à diffuser cette gestion des talents sur les managers et puis ensuite encore sur l'ensemble des populations. Et ce qu'on voit, c'est qu'en effet, notamment sur les groupes multinationaux, aujourd'hui, dans les recherches pour outiller cette gestion des talents, il y a des solutions qui sont proposées et qui doivent en effet prendre en compte ces particularités liées aux différentes zones géographiques. Donc en effet, c'est vraiment quelque chose qu'on observe, y compris dans l'outillage de cette gestion des talents. Et c'est vrai que ça va avoir aussi un impact, enfin ce qui va pardon, avoir aussi un impact, c'est qu'on se rend compte, qu'est-ce qui a démocratisé finalement la gestion des talents, si on peut le dire comme ça, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des compétences qui sont de plus en plus pénuriques. Au départ, effectivement, la population un peu stratégique était les cadres et dirigeants dans l'entreprise, et on se rend compte qu'aujourd'hui, sur des postes qui ne sont pas cadres et dirigeants, on se retrouve avec des gens qui ont des vrais savoir-faire, qui sont de plus en plus recherchés et qui sont de moins en moins transmis, que ce soit au niveau des formations à l'école, mais aussi du compagnonnage, etc. Et donc, du coup, la gestion des talents qui se faisait plutôt par population, finalement, au départ, se fait aujourd'hui plutôt par compétences et par potentiel. Donc, on observe un vrai changement, en fait, du coup, dans cette façon finalement de s'y prendre, et aussi du coup, ça impacte sur les outils, ça impacte sur la démarche, et ça impacte forcément donc sur la vision et sur la définition. Et ça devient de plus en plus ouvert effectivement sur cette partie-là. C'est vrai que ce qu'on voyait en effet avant la crise du Covid-19, non, tu faisais bien la transition avec le slide suivant, T'en prie, euh, j'avais. qu'en effet, hein, sur les interventions qu'on avait auprès de nos clients, le sujet qui revenait massivement, c'était en effet le fait de pouvoir attirer ces talents, justement dans cette période de pénurie dont tu parlais, et puis derrière, de pouvoir les conserver et les garder. Et donc, il y avait en effet cet effort toujours sur la partie recrutement qui était faite, mais aussi sur la formation et sur la mobilité interne pour pouvoir justement conserver ces talents dans la durée. Et ça, c'était en effet en lien avec ce rôle de plus en plus accru de la DRH, de vrais business partners au sein des entreprises, qui a favorisé cette gestion des talents, puisque l'objectif, hein, c'est bien de pouvoir détecter les talents qui vont permettre le développement du business au sein des différentes entreprises qu'on accompagne. C'est vrai qu'on se rend compte aussi que l'organisation, on en parlera juste après, l'organisation, enfin, il y a une espèce de prise de conscience en fait que l'organisation, c'est-à-dire dans le sens, la manière dont les gens sont organisés entre eux, comment ils travaillent entre eux, a un réel impact en termes de valeur ajoutée. Il n'y a pas que les hommes, il y a aussi l'organisation, l'organigramme quelque part, on peut dire ça comme ça, qui va compter. Et donc du coup, il y a aussi cette notion qui est maintenant prise en compte dans la gestion des talents. Et effectivement, comme le disait Olivier, cette crise du Covid, elle change en tout cas la vision que certains ont de leurs collaborateurs. Je pense que vous le vivez peut-être. Moi, j'ai des retours clients qui sont très surpris de certains collaborateurs qui en fait se révèlent, dont ils n'avaient pas une vision comme étant peut-être un talent pour demain, et qui en fait se révèlent complètement au travers de cette crise, soit parce qu'ils prennent de nouvelles responsabilités, soit parce qu'ils deviennent très polyvalents, enfin plein de cas particuliers. Et puis certains aussi, dans l'autre sens, certains de nos clients qui nous disent sur certaines personnes que j'avais potentiellement mis dans cette case du collaborateur brillant, très performant, donc potentiellement un talent, finalement en termes de réaction plutôt là du côté personnel, finalement, ça implique moins, se pose plein de questions avec ce qui se passe, hein, le climat étant quand même assez anxiogène. Et c'est vrai que ça va un peu déstabiliser la vision qu'avaient les entreprises et les RH de certaines populations ou de certaines personnes. Et on se rend compte
que dans la crise, du coup, ce qui va jouer, c'est beaucoup la personnalité. Et on est beaucoup sur le comportement, du coup. Ouais, tout à fait. Donc l'idée, c'était d'aller d'ouvrir aussi sur un petit peu quelle était la perspective en termes d'évolution des talents. On se rend compte que les choses ont beaucoup changé et continuent à changer. On a une vraie lame de fond, je dirais, depuis 5-6 ans, qui fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment devenu un enjeu stratégique, comme en France en tout cas. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des pays ou des zones où on était un peu plus mûr sur cette gestion des talents parce que la façon de voir les choses était différente. Donc c'est vrai qu'en France, on se rend compte qu'il y a une véritable évolution. Ça devient un enjeu stratégique. On se rend compte, comme je le disais, notamment parce qu'il y a une pénurie de certains profils, certains secteurs, dans certains métiers. On se rend compte aussi que la stratégie d'entreprise, elle est aujourd'hui pilotée de manière très affinée, pratiquement au jour le jour. Là, dans la situation du Covid, c'est vraiment le cas, on le sent encore plus. Et donc, du coup, il y a un impact sur les RH et vous le voyez très, très bien. Vous, en tant que RH, vous êtes les premiers sur le front en ce moment, très, très sollicités à la fois par la direction et par les collaborateurs qui ont besoin de visibilité parce que personne n'en a et c'est donc très complexe à gérer. Mais d'une manière générale, on va dire avant confinement, et on ne sait pas trop ce que ce sera après, on observait déjà depuis des années que le fait que la stratégie d'entreprise, elle bouge très très souvent, et du coup, elle fait bouger l'organisation, elle fait bouger la nécessité de certaines compétences ou pas, et donc on se rend vraiment compte que c'est un enjeu stratégique aujourd'hui. On a un deuxième point, c'est vrai que les entreprises sont beaucoup plus matures par rapport à leur stratégie, leur politique RH. Aujourd'hui, et tant mieux, les RH prennent un poids de plus en plus important dans l'entreprise. C'est encore plus le cas, je réinsiste là-dessus, mais avec ce qui se passe aujourd'hui, tout le monde se rend vraiment compte Ouais. de n'importe d'un service RH, ce qui n'était pas forcément le cas avant, dans l'esprit encore de certains dirigeants et certains collaborateurs. D'ailleurs, ça pouvait toujours rester un centre de coût sans forcément voir que c'était un investissement pour demain. Là, en ce moment, on se rend vraiment compte parce que c'est un investissement pour tout de suite. Donc, il y a une vraie, il y a un vrai changement dans cette maturité qui fait que aujourd'hui, maintenant, la vision de l'entreprise, de la direction des RH et des managers évolue. Et effectivement, comme le disait Olivier, on le voit aussi on voit cette évolution au travers des titres qui ont changé. On parle de business partner maintenant. C'était quelque chose il y a 10 ans dont on n'entendait pas parler, ou c'était très très rare. Et c'est vrai qu'on a aussi, je vois François qui met ça dans le chat, on a aussi effectivement une évolution de l'attente des collaborateurs qui est très très forte et qui... Ah la souris se voit, j'avais pas vu, pardon. Et qui attend effectivement que aujourd'hui la RH joue un vrai jeu aussi. Donc ça, c'est d'autant plus chouette parce que du coup, ça veut dire qu'on peut travailler dans de meilleures conditions pour vous les RH. Donc ça, c'est agréable. Mais c'est vrai qu'on a souvent, moi j'ai souvent des entreprises qui viennent vers moi et qui me disent mais est-ce qu'on peut vraiment entamer une gestion des talents ou une évaluation ou peu importe quand finalement on ne se sent pas prêt en interne parce que par exemple on n'a pas de référentiel de compétences ou alors on n'a pas remis à jour nos fiches de poste, ce genre de choses. Il y a des choses quand même qui peuvent se faire, même si effectivement, idéalement, dans un monde idéal, ce serait super chouette que les référentiels de compétences soient à jour, que les fiches de poste soient à jour. Après, on est très pragmatique, et vous l'êtes aussi, on le sait très bien. On sait très bien que les évolutions qui sont demandées sur le marché au jour le jour font en sorte que des nouveaux métiers, des nouvelles compétences sont demandées aussi pratiquement au jour le jour. Donc, il y a toujours une possibilité de faire avec ça et au contraire, peut-être pas de remettre à jour un référentiel de compétences, mais se dire notre priorité pour demain, c'est quoi? C'est une autre approche, une autre façon de travailler qui, à mon avis, sera de plus en plus essentielle aussi avec ce qui est en train de se passer. Ouais, et puis on voit que dans la pratique, bien souvent, référentiel de compétences, ça pouvait donner à des choses très complexes auparavant, que désormais on est sur des référentiels beaucoup plus légers et beaucoup plus agiles, en effet, comme le dit Virginie, pour s'adapter aux évolutions du marché. Alors après, l'autre point, et on va en parler après aussi, c'est se dire que dans cette démarche d'aller vers de plus en plus de gestion des talents et de mettre le focus là-dessus, c'était avant la crise du Covid et ce sera intéressant qu'on en parle plus tard parce qu'aujourd'hui, si les DRH sont très solides
solliciter, c'est bien souvent sur des sujets qui sont beaucoup plus liés à la paye et à la gestion du courant en administratif. Et néanmoins, le sujet, c'est de se dire, est-ce que cette gestion des talents, il ne faut pas y penser pendant cette période de crise pour préparer derrière la suite. Voilà. Oui, c'est sûr que, il va y avoir, enfin l'impact, hein, là, du confinement, va se faire sentir, hein, je regardais encore une étude ce matin où il y a, alors j'ai plus le pourcentage exact en tête, mais il y a un certain nombre de collaborateurs, qui ne souhaitent pas revenir travailler, qui ont peur de revenir travailler, certains d'autres qui se sont habitués au télétravail, qui Ouais. souhaitent rester en télétravail. Et puis on a, alors ça, le chiffre me surprenait un peu, mais je crois qu'on a un actif sur 4 qui en fait n'a pas travaillé depuis le 16 ou le 17 mars. Donc se pose aussi la question de comment remettre en route du coup effectivement l'entreprise et aussi comment réintégrer des gens qui ont été un petit peu laissés sur le bord de la route en termes d'activité, parce qu'on sait très bien que physiologiquement, psychologiquement, neurologiquement, on ne va pas repasser de 0 à 100% comme ça en claquant des doigts. Donc il y a effectivement toute cette question, et je vois Hélène effectivement qui participe dans le chat en disant certaines entreprises se posent actuellement seulement la Ouais. question de quand elles vont pouvoir rouvrir. Tout à fait. On a des situations très paradoxales, hein. On a les entreprises qui ne savent pas quand est-ce qu'elles vont pouvoir rouvrir, et puis on a des collaborateurs qui ont entendu le message d'Emmanuel Macron qui disait le déconfinement c'est le 11 et qui sont dans les starting blocks pour revenir travailler, alors qu'on ne sait pas si l'entreprise va pouvoir rouvrir. Et si elle peut rouvrir, on ne sait pas s'il y aura de l'activité parce qu'il va falloir aussi qu'il y ait un redémarrage économique. Donc, il y aura effectivement toute une nouvelle vision de finalement qui dans l'entreprise est vraiment doit redémarrer en premier parce que est essentiel pour l'activité. Et du coup, ça risque de bouleverser un petit peu, comment dire, un étalonnage des talents ou en tout cas des profils qui sont vraiment essentiels pour redémarrer, pour réamorcer l'activité. Donc, il n'y aura pas d'équité malheureusement et ça va d'autant plus se voir que dans des situations plus classiques qu'on aurait pu avoir avant le confinement. Alors en effet, hein, donc aujourd'hui, on le voit, avant la crise, il y avait en effet un focus qui était mis assez fortement sur l'outillage de cette gestion des talents, avec des objectifs et des enjeux de gagner en efficience et en performance et de profiter des nouvelles technologies offertes par les outils du marché. C'était bien souvent une démarche d'outillage de la RH, hein, qui était liée à la maturité dont parlait Virginie tout à l'heure, hein, la prise de conscience qu'en effet, de l'importance de la RH dans l'entreprise. Et donc, cette transformation digitale, elle permettait et elle permet de donner accès en mode dématérialisé aux salariés, aux managers, à un certain nombre de services, de faciliter l'accès via la mobilité, c'est-à-dire les smartphones, les tablettes, etc., pour garder du lien. Et globalement, d'avoir des outils qui sont capables de traiter des processus de façon fluide et de façon transversale, et non plus d'avoir un outil pour traiter le recrutement, un autre potentiellement pour traiter la mobilité interne, un autre encore pour traiter les entretiens annuels, etc. Donc ça, c'était vraiment la tendance d'avoir des outils qui vont vers de plus en plus de fluidité, une expérience utilisateur qui est au cœur du sujet, puisqu'on en parlait tout à l'heure, hein. L'objectif, c'est bien d'avoir des outils qui donnent un service efficace et qui fassent que non seulement les RH soient plus efficaces et se concentrent plutôt sur des tâches à valeur ajoutée, de conseil, d'expertise, plutôt que de la saisie, double saisie dans des outils qui sont multiples, que ce soit des outils qui facilitent
le travail du manager au jour le jour pour suivre ses équipes, sachant que l'utilisation de ces outils RH, ce n'est pas sa fonction première, et donc ça doit être simple d'utilisation. Et puis, en effet, pour l'ensemble des collaborateurs, faire en sorte que il y ait ce lien avec un outil, là encore, facile d'accès, qui puisse le renseigner sur ce qui se passe. Alors, c'est encore plus vrai, en effet, aujourd'hui, dans le cadre de la crise. Et d'ailleurs, c'est le petit encart en bas de slide à gauche, où l'aide de Digital Transformation. C'est quelque chose qui circulait sur les réseaux sociaux. En effet, cette transformation digitale qui était déjà amorcée pour outiller la gestion des talents, on voit qu'elle est, en tout cas, cette digitalisation, elle est encore renforcée par la nécessité de travailler à distance aujourd'hui, pour un temps, comme le disait Virginie, qu'on ne maîtrise pas, puisqu'on ne sait pas encore quelles entreprises vont reprendre et dans quelles conditions. Et donc, on voit qu'un certain nombre de tendances qu'on voyait via les outils proposés d'ores et déjà sur le marché. Donc, en effet, je parlais des self-services, de la mobilité, la mise en place de l'IA avec notamment des chatbots, tout ce qui est digital learning au niveau de la formation, la mise en place aussi d'outils collaboratifs. On voit que tous ces outils prennent une dimension encore supplémentaire dans le cadre de la crise. Pour deux raisons. En effet, la première, c'est qu'on est tous à distance. La deuxième, c'est que typiquement, avoir un chatbot qui permet de répondre aux questions sur le chômage partiel, le télétravail et des questions auxquelles tous les DRH ont été confrontés, ça permet de baisser le niveau de sollicitation de la fonction RH, qui en effet, depuis le début de la crise, comme on en parlait tout à l'heure, est particulièrement mobilisé sur tous les sujets qui sont plutôt des sujets paye, absence, organisation, génération de documents, procédures RH, plutôt que sur ces sujets talents. Donc ça, c'est le vrai point. Alors, ce qu'on voyait avant la crise et qui était une tendance depuis un certain temps, c'est le point dont je parlais tout à l'heure, c'était dans le cadre de cette maturité des entreprises sur cette gestion des talents, c'est d'outiller de plus en plus largement l'ensemble des briques fonctionnelles qui composent la gestion des talents, et aller de plus en plus vers des outils de type suite HCM, plus intégrés, avec des processus plus fluides, avec là aussi une gestion de la donnée RH renforcée et plus fiable, pour permettre une exploitation de cette donnée plus facile. Donc ça, c'était vraiment le point. Alors, sans doute qu'aujourd'hui, ces projets, et c'est ce qu'on observe, sont mis un petit peu en stand-by chez certains de nos clients, puisqu'il y a un vrai problème de bande passante pour certaines équipes RH, pour continuer à déployer ces projets sur la gestion des talents, qui sont, quand on parle de suite talent, voire de suite HCM, qui sont des projets ambitieux, puisqu'il s'agit d'outiller bien souvent l'ensemble des différentes briques fonctionnelles qui composent la gestion des talents, bien souvent sur plusieurs pays. Donc on est sur des projets, on va dire, au long cours. Et donc, en effet, dans la séquence qu'on vit aujourd'hui, ces projets sont un petit peu décalés, mis en stand-by. Et néanmoins, il y a ces réflexions qui émergent en se disant
finalement, cette digitalisation RH, là encore, sur les sujets dont on a parlé en exemple, ils deviennent encore plus importants. Quand on parle de LMS et digital learning, on comprend bien que dans cette phase de crise, donner la possibilité à il y en a d'autres qui le sont beaucoup plus, mais pour certains un peu moins occupés, pouvoir leur proposer de la formation en mode digital et faire en sorte de valoriser ce temps où ils peuvent être un peu moins occupés, c'est un point qui peut être intéressant. Et puis au-delà de ça, on voit bien que ça peut être aussi cette séquence un moyen de repenser finalement les façons de faire et les processus. Typiquement, hein, si on prend par exemple l'exemple du recrutement, repenser demain l'expérience candidat, se dire que peut-être demain, en effet, on met un processus sans forcément avoir d'entretien physique, mais pouvoir donner accès à une découverte digitale de la société, pourquoi pas avec l'accès à un manager via des échanges, pouvoir faire, s'il y a des tests, faire des tests digitalisés. Voilà, il y a plusieurs pistes en tout cas pour pouvoir, on va dire, profiter de cette crise et se dire que cette crise du Covid, elle peut permettre de mettre en place des outils qui vont à la fois faciliter la vie des RH, fluidifier les process, donner aussi une image et une marque employeur renforcée vis-à-vis à la fois de l'interne et de l'externe, puisqu'en effet, là encore, hein, dans la séquence qu'on vit, la communication vis-à-vis des salariés qui, en effet, comme le disait Virginie, peuvent être plus ou moins anxieux par rapport à la reprise. La communication et le lien est primordial. Voilà. Après, dernier point sur ces sujets d'outillage, au-delà de l'outillage des processus de gestion des talents en tant que tel, le mode collaboratif et tout ce qui permet aujourd'hui d'être en remote working. Là, on utilise aujourd'hui Zoom. Je pense que beaucoup d'entre vous utilisent Teams régulièrement, chose qu'on ne faisait pas forcément globalement dans la relation de travail qu'on pouvait avoir au sein des entreprises. On s'aperçoit que ça fonctionne et que parfois ça peut être facilitateur dans le cadre du travail au jour le jour. Et donc, cet outil collaboratif avec la capacité à échanger entre les salariés, les managers, le pousser sur cette partie gestion des talents pour qu'en effet, demain, tel salarié qui souhaite être en mobilité puisse avoir accès à des gens qui ont fait un parcours qui l'intéresse. Voilà. Là aussi, c'est des choses qui étaient proposées par les outils, qui étaient aux prémices et qui peuvent être renforcées dans le cadre de cette crise. Peut-être pour ajouter un petit retour d'expérience de certains de nos clients qui continuent à recruter. C'est vrai qu'on est passé en visio, hein, que ce soit pour les entretiens de recrutement, pour les shortlists. Certains ont intégré des collaborateurs sans les avoir rencontrés physiquement. Et puis d'autres le Covid, le confinement a permis quand même de continuer les process. Et puis ils attendent le 11 mai pour faire un dernier, peut-être pas entretien, mais en tout cas pour avoir un premier contact. Plus la physique, permettre à la personne, au candidat, de venir dans les locaux, de voir la société, etc., avant de finaliser vraiment l'embauche. Donc ça, c'est sur le recrutement, on observe ces tendances-là. Bien entendu, c'est les entreprises et les secteurs qui ont continué de recruter et qui ont intégré de manière sans avoir rencontré la personne en physique. On est aussi sur des secteurs qui généralement avaient déjà l'habitude du télétravail ou en tout cas travaillaient beaucoup avec les outils informatiques. C'est vrai que pour les autres, il reste quand même une appréhension de
ok, on a bien senti la personne en visio, mais bon, on a quand même envie qu'elle vienne voir les locaux, voilà, qu'il y a un certain ressenti. Alors, voilà, le digital permet quand même d'avancer, de continuer à faire avancer les process, même si derrière, on aura voilà, cette petite période d'avoir envie de se rencontrer physiquement et d'avoir que se passer en physique, cette partie feeling, etc. Et puis, c'est vrai, autre retour d'expérience sur la partie formation. Comme le disait Olivier, c'est vraiment un excellent moment pour former les équipes, notamment via le dispositif FNE formation qui est sorti et qui permet de financer à 100% une formation à vos collaborateurs qui sont en activité partielle, que ce soit 5 ou 100%, et qui permet aussi, je tiens à le souligner parce que c'est quelque chose qui est assez chouette, qui permet aussi parfois de financer des formations où parfois on a un peu de mal à trouver des dispositifs pour financer ces formations-là parce que ce n'est pas forcément certifiant, parce que ce n'est pas forcément diplômant, parce que ça ne rentre pas dans toutes ces cases qu'on a pour les dispositifs assez classiques. Donc, c'est un bon moyen aussi, c'est un retour d'expérience des collaborateurs qu'on forme comme ça en visio en ce moment, avant le 11 mai justement, qui nous disent que c'est un super moyen aussi de reprendre le rythme progressif. Alors, nous, en interne, on a adapté des modules de formation de 2 heures par jour uniquement en petits groupes de 4 maximum en visio, parce qu'il faut aussi pouvoir gérer ça en visio. Et c'est vrai que certains nous disent « Ah, mais c'est super parce que ça nous remet le pied à l'étrier et ça nous prépare en vue du 11 mai à reprendre l'activité à 100% parce que ça fait plusieurs semaines qu'on ne travaille pas, quoi. » Donc voilà, petit retour d'expérience sur ces deux volets, recrutement et formation. Et puis, ouais, et puis sur le dernier, évaluation, c'est vrai que c'est pareil, on a pu totalement digitaliser, que ce soit des assessment centers, development centers, pas de souci par rapport à ça. C'est vrai que voilà, il peut, sur certaines dimensions à évaluer, c'est un petit peu plus compliqué. Donc peut-être qu'on complétera après quand tout le monde sera déconfiné, on pourra peut-être compléter ça par d'autres entretiens, d'autres choses un peu en face à face. Voilà. Je vois un petit mot de Estelle dans le chat. Oui, oui, on a effectivement des cas très très variables de collaborateurs qui sont plus ou moins en activité, qui ont plus ou moins aussi du télétravail à la maison, et puis avec pareil, un retour d'expérience des collaborateurs qui peuvent du jour au lendemain demander sur un site client, et donc il faut qu'ils y aillent. Voilà, donc c'est vrai qu'en termes de planification en ce moment et d'organisation, comme disait Olivier, c'est très très lourd à organiser. Ouais. Et donc d'ailleurs, aujourd'hui le thème, c'était en effet la gestion des talents, mais c'est vrai que cette crise aussi, on peut ouvrir pour se demander dans quelle mesure elle ne va pas amener des réflexions sur la gestion administrative et la paye, puisqu'aujourd'hui, c'est essentiellement sur ces sujets que les équipes des RH sont mobilisées pour, là encore, comme je le disais tout à l'heure, répondre aux questions des salariés et puis traiter tout ce qui va avec la crise. Et donc, est-ce que derrière, ça va là aussi ouvrir des questions sur potentiellement l'externalisation de la paye ou en tout cas d'une partie des activités. C'est aussi des sujets qui sont intéressants à aborder, voir comment finalement cette crise va pouvoir non seulement accélérer la digitalisation, on le disait, sur cette partie gestion des talents, sur le mode collaboratif, mais peut-être là aussi pousser à se décharger de certaines tâches administratives pour continuer à se concentrer sur justement cette gestion des talents et des hommes au sein de l'entreprise, qui ne passe pas forcément sur la compréhension des règles de paye et leur implémentation dans les outils, mais plutôt par du lien avec les équipes et avec les talents au sein de l'entreprise. On a François qui commente en disant que la crise va aussi impacter les modes de management, donc va nécessiter un accompagnement RH des managers. Oui, tout à fait, une adaptation de la gestion des talents de ces managers, oui, c'est sûr. De manière générale,
on a toujours demandé aux managers d'avoir une petite casquette RH, que ce soit dans le cadre de la participation ou de la réalisation de leur propre recrutement, de la cooptation dans le cadre des recrutements, bien sûr aussi de cette casquette d'évaluation au travers des entretiens, que ce soit entretien annuel, entretien pro. Donc oui, il y a cette casquette RH qui se développe de plus en plus pour les managers aussi. C'est tout à fait vrai. D'une manière générale, on se rend compte que cette gestion des talents, elle est de plus en plus donc stratégique, comme on le disait, et diffuse dans l'entreprise. Et c'est vrai que même, par exemple, nous, quand on intervient en tant que cabinet conseil extérieur sur un processus de gestion des talents en interne, bien sûr que les RH font partie intégrante du processus et les managers aussi. Lorsqu'on va réaliser, par exemple, un development center d'un collaborateur, on va débriefer ce development center aussi avec les RH, aussi avec le N+1, parfois même avec le N+2, et puis toute la mise en place, parce qu'on sait que derrière que notre action est un outil parmi d'autres dans la démarche globale de l'entreprise, et effectivement, on va être relayé par les People Review pour ceux qui en ont, ou par d'autres démarches. Donc oui, on sait bien effectivement que les managers en prennent un peu plus dans leur casquette chaque jour aussi sur cette partie RH et que c'est important. Et c'est d'autant plus important parce que cette tendance, comme on le disait, de faire en sorte qu'aujourd'hui, l'entreprise qui se questionne sur un changement d'organisation, autant auparavant, il y a quelques années encore, se disait si on change d'organisation, on va plutôt regarder les coûts, on va regarder des modes de fonctionnement, des choses comme ça. Aujourd'hui, il y a une vraie lame de fond depuis déjà 6-5 ans où l'entreprise, quand elle doit se transformer, va faire le pari du coup de construire sa nouvelle organisation sur les compétences et le potentiel de ses collaborateurs. Donc ça, c'est très chouette. Mais ça implique effectivement la participation de tous et dans les évaluations aussi, quand on est sur la gestion de talent, le manager comme le collaborateur, ils sont de plus en plus actifs et ça, je trouve que c'est très bien, tant mieux, parce que du coup, plus on est actif et plus on peut prendre aussi en charge du coup son développement par la suite. Et donc, le collaborateur aussi est impliqué dans la gestion de ses propres compétences et de son potentiel. Donc ça, c'est plutôt positif. Oui, tout à fait. Parce que c'est parfois, il y a eu certaines observations sur le fait que les collaborateurs pouvaient se recentrer sur leur expertise dans le cadre de cette crise et qu'il y ait une certaine perte de transversalité. Et donc, justement, leur donner, donner les moyens aux managers d'aller chercher ces collaborateurs qui peuvent se replier pendant cette période de crise, en effet, c'est aussi fondamental. Alors, je pense qu'on est dans le timing. Je crois c'était le dernier slide. On avait prévu jusqu'à 45, donc c'est bien. Bravo. Vous êtes tout à fait dans les temps, super. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à nos intervenants. Donc, en ouvrant votre micro, merci. Et puis votre caméra aussi, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Ce sera plus sympa aussi. La première question est toujours la plus dure. Ou via le chat. Ok. Alors, moi, j'ai une question. Dans ce que vous avez dit, vous avez parlé du changement de l'approche managériale de la gestion des talents. Et notamment, vous avez fait le lien avec la situation actuelle où nous sommes confinés et le rôle du manager, ou du moins dans ses compétences, semble avoir été modifié. Alors, la question que je me pose, c'est le management ne repose-t-il pas sur la confiance? Et quel que soit l'environnement de ce management, si la confiance n'existe pas, j'avais oublié ma caméra, ça ne marchera pas. Ne croyez-vous pas que ce que le confinement met en avant, c'est ce lien de confiance qui doit être peut-être plus fort
que quand on est en présentiel. Bien sûr, oui, c'est sûr. Oui, Effectivement, absolument. c'est clair que de toute façon, de travailler à distance, ça veut dire pour le manager, ça peut vouloir dire pour certains managers de perdre certaines prérogatives et de perdre un certain contrôle. Donc, c'est d'autant plus important quand on est à distance. Là où le rôle du manager évolue aussi, c'est que il peut se retrouver à gérer des situations complexes chez son collaborateur qui, par exemple, peut être en télétravail et devoir gérer ses enfants, devoir gérer un membre de la famille qui est hospitalisé pour le Covid. Enfin, voilà, on se retrouve dans des situations très, très fragiles, en fait. Et ça, c'était pas forcément en situation normale, entre guillemets, on va dire, en situation classique avant le Covid, c'était pas forcément des choses que le collaborateur allait exprimer spontanément. Là, la charge étant tellement lourde, forcément, ça sort, et tant mieux d'ailleurs que ça sorte et que ça ne reste pas intériorisé pour lui. Mais du coup, le manager, parfois, n'est pas forcément prêt, n'a pas forcément voilà, de quoi répondre, j'allais dire. Et puis, il est frustré de ne pas pouvoir apporter aussi de soutien parce que c'est difficile de soutenir dans ces moments-là. Et au-delà de ça, en effet, hein, ce lien de confiance, c'est aussi le ressenti du collaborateur qui est là très important. C'est-à-dire qu'on voit bien, enfin, moi, je vois quelques entreprises où on sent bien qu'il y a un espèce de flicage, entre guillemets, des collaborateurs pour qu'ils aient un suivi de leur temps très fin. Et finalement, ça joue hein, sur l'adhésion, on va dire, du collaborateur, non seulement à son manager, mais finalement à son entreprise, parce que il est en effet, comme le disait Virginie, dans des conditions qui sont parfois pas simples pour travailler. Moi, on voit pas mal de retours où finalement les salariés ont l'impression de travailler plus qu'avant en télétravail, parce que parfois, finalement, alors au-delà du fait que quand on travaille dans la RH, on a plus de travail qu'avant, peut-être, mais pour les autres collaborateurs aussi, finalement, il y a un rythme à prendre. Où parfois il y a une difficulté à faire des coupures, et donc il y a des journées quasiment non-stop. Et quand on ajoute à ça une certaine défiance du management sur ce qui est réalisé, ça crée parfois des crispations, pardon. Et ça, en effet, moi, j'ai pu l'observer chez un certain nombre de mes clients, avec en effet voilà, des petites tensions qui naissent de cette situation particulière. Donc, en effet, absolument, cette confiance-là, elle est très importante pour pouvoir préparer la suite et le retour de chacun dans un mode de travail normal, comme avant, on va dire. Il y a Hélène qui a marqué dans le chat qu'effectivement, la crise révèle les mauvais managers. Alors, ça peut être vrai en partie, hein, ceux qui n'arrivent pas à faire confiance sans voir à distance, etc. Et puis, parfois, c'est ceux qui ne sont pas forcément assez bien outillés pour gérer, pour répondre, pour voilà. Et les bons. Oui, oui. Et les bons, oui, tout à fait. Et donc, c'est vrai que c'est… voilà, tout à fait, le manager peut aussi avoir des enfants à gérer et pas de temps consacré à son équipe. Oui, tout à fait. Ouais. Et c'est vrai, d'une façon globale, j'étais assez surprise de voir, on a proposé tout un panel de modules de formation adaptés à distance pour répondre aux dispositifs FNE, des formations. Et en fait, ce qui a le plus été sollicité, ça a été les formations managériales. Donc, comme quoi, il y a bien aussi un besoin, en tout cas une demande d'être accompagné sur la partie encore mieux managée. Et effectivement, pour compléter ce que tu disais, Olivier, tout à l'heure, les journées sont devenues très compliquées pour ceux qui travaillent à distance parce qu'en fait, on enchaîne tous des visios, ce qui demande beaucoup plus de charge au niveau cognitif. Hein, le fait que ça coupe, il faut que vous vous reconnectiez, vous n'entendez pas, vous faites répéter. Vous êtes tout le temps en train de couper votre rythme interne. Donc, c'est beaucoup plus fatigant que de travailler quand on est l'un à côté de l'autre, quoi, quelque part, et qu'on doit se parler. Donc, les journées, en fait, ont été démultipliées, même si la charge de travail est restée pareille ou a diminué. C'est ça qui est aussi très…
parce que les gens n'ont pas fait ce lien forcément, donc ne sont pas conscients de ça. Donc, il y a une certaine frustration et il y a une certaine, comment dire, un constat qui est de dire, mais comment ça se fait, je m'en sors pas, quoi. Mais en fait, c'est normal parce que la situation n'est pas normale, entre guillemets, n'est pas classique. Vous ne travaillez pas dans les mêmes conditions, donc la charge de travail est beaucoup plus importante. On a François qui dit, à mon sens, cette crise révèle les managers plus agiles. Oui, tout à fait, ceux qui sont capables de se réinventer. C'est sûr que la crise est un très bon indicateur pour évaluer la capacité d'adaptation de certaines personnes. Attention, par contre, il peut y avoir aussi des gens qui sont très interpellés par ce qui se passe. Voilà, j'ai certains clients qui viennent vraiment en me disant j'ai un collaborateur, qu'il soit cadre dirigeant ou pas, hein, ça arrive à tous les niveaux, qui, avec le confinement et la crise, d'un seul coup, ne sait plus pourquoi il ou elle fait ce métier-là, ne trouve plus de sens à son métier parce qu'elle voilà, il s'est rendu compte que son métier n'avait pas, comment dire, oui, elle pouvait arrêter de travailler et la Terre continuait de tourner. Donc, il y en a certains qui sont complètement déboussolés. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne sont pas compétents. Hein. Donc, attention à séparer ça. Quelqu'un qui n'est pas psychologiquement bien, on ne peut pas lui faire une évaluation de compétences ou de potentiel, qu'on soit bien d'accord. Hein. Donc, effectivement, ça va révéler certaines compétences, notamment des capacités d'adaptation, mais ça peut aussi révéler des fragilités qu'il faudra prendre en compte et qu'il faudra accompagner. Quelqu'un qui, du jour au lendemain, parce que il ou elle ne peut plus aller travailler, tombe vraiment en très grave dépression ou s'interroge vraiment, perd vraiment tout le sens qu'elle donnait à son métier, c'est peut-être parce qu'elle subissait un métier qu'elle n'avait pas choisi, et il faut vraiment retravailler la définition du projet professionnel et plus largement du projet de vie. Donc effectivement, ce que va apporter cette crise, et on avait déjà cette tendance, mais ce que va apporter encore plus la crise par rapport à la gestion du talent, c'est qu'on va être encore plus en plus sur du cas par cas. Absolument. Est-ce que du coup, il y avait d'autres questions avant qu'on vous libère, donc qu'on est dans les temps, mais... Oui, il nous reste 3 minutes. Oui, voilà, 3 minutes, donc juste pour une question. Moi, j'ai une petite question parce que vous nous avez effectivement expliqué ce qu'était un talent. Qu'est-ce que cette crise, qui est quand même sans précédent, va révéler sur les compétences recherchées sur ces talents? Alors, on ne sait pas trop, en fait, parce que ça va être, comme je disais, ça va être du cas par cas, en fait. Du cas par cas pour les individus ou du cas par cas pour les entreprises. Ce qui est sûr, c'est que ceux qui vont à la reprise, on va dire ça comme ça, à la reprise, les fonctions ou les profils qui vont être les plus demandés vont se sentir favorisés et vont être vus et valorisés comme des talents dans les premiers mois. Ça, c'est certain. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui ne peut pas reprendre tout de suite n'a pas une compétence recherchée, rare, etc. Donc, en fait, ça va complètement fausser tout ça, la façon de voir les choses, en tout cas sur les premiers mois, voire sur une année, parce qu'on ne sait pas combien de temps le virus va encore être là, on ne sait pas s'il y aura un reconfinement plus tard, personne n'est capable de dire ce qui va se passer. Donc, je serais bien à même de faire à leur place. Mais c'est clair que en tout cas, il va y avoir des choses différentes au niveau du ressenti des collaborateurs, au niveau du ressenti de la direction, et à chaque fois, ça va être en fonction de, effectivement, qui est nécessaire au redémarrage de l'activité et qui reprend finalement un peu par palier. Donc ça, c'est sûr qu'on va le sentir et ça va un peu bouleverser. C'est certain, comme le disait François, je pense, que c'est certain que vont être davantage valorisés ceux qui ont eu une forte capacité d'adaptation pendant la crise. Mais encore une fois, attention, c'est à prendre avec des pincettes parce que ceux qui ont été déstabilisés psychologiquement, ils l'ont été cette fois-ci. Ça ne veut pas dire qu'ils le seront dans une autre situation et qu'ils ne peuvent pas développer aussi des capacités d'adaptation. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très, très vigilant si on veut faire des catégorisations, je ne sais pas comment dire, mais voilà, c'est dur de donner des généralités. Mais néanmoins, c'est vrai qu'on peut se dire comme ça que, là aussi, Virginie, pour revenir sur ce que disait François, que finalement les soft skills qui étaient de plus en plus présentes dans l'évaluation des collaborateurs vont encore se renforcer parce qu'on voit bien que finalement, c'est ça aujourd'hui
qui va permettre à un certain nombre de managers et de collaborateurs de pouvoir traverser cette crise du mieux possible, avec notamment parmi ces soft skills cette notion d'adaptabilité, évidemment, mais il n'y a pas que ça. Mais à mon sens, ça va encore accroître ce focus sur cette partie soft skills, qui était déjà une tendance, puisqu'on voit que les métiers changent de plus en plus vite, les outils changent vite, il faut être dans cette démarche de réinventer de façon régulière, et c'est encore plus vrai aujourd'hui dans cette phase, dans cette séquence de crise. Oui, c'est sûr. C'est sûr que certains, peut-être pas tous, mais certains ont encore plus pris conscience que les compétences techniques, c'était bien, mais que c'est porté par une posture, justement. Et la posture, c'est les soft skills, c'est du comportement. Oui, tout à fait. Merci Virginie, merci Olivier. Merci Sylvie. Cet échange vraiment de qualité, vraiment super. Un grand merci à vous. Je vous propose de clôturer ce Zoom et j'espère que vous l'aurez apprécié, car pour ma part, c'était la première fois que je le faisais et c'était pas gagné. Donc, merci à tous. Très belle journée à vous et à très bientôt. Merci à tous. Merci à tous. Merci pour votre présence et participation et les échanges via le chat. Merci, bonne journée. Bonne journée.